Avec le Jack Saloon, en dedans de 3-4 ans, on avait créé un volume d'affaires de 10 millions. J'avais plus de 250 employés. J'ai vendu tellement d'alcool qu'à un moment donné, c'était rendu qu'il fallait que je boive de l'eau. Je dis, my God! Pourquoi qu'on est si imbécile que ça se peut pas qu'en 2023 encore au Québec, qu'on aille seulement des bouteilles de plastique? Ma deuxième mission pour moi, qui est la plus importante, Ray, c'est je veux rendre la consommation d'eau cool. J'ai eu le visage complètement paralysé. Tu regardes de temps en temps qu'est-ce qui est dans le passé, mais quand tu as un problème ou tu as un challenge, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets tes deux mains sur le volant, tu regardes en avant, tu payes sur le gaz. Tu t'assures d'aller voir en avant. C'est les gens qui sont alentour de nous depuis notre naissance, nos parents, nos frères, nos amis, qui permettent d'être la personne qu'on est comme entrepreneur. Soyez intelligent, puis tout le monde qui pense peut-être partir une business, finissez s'il vous plaît votre université. L'échec, pour moi, c'est de l'essence. Fail is fuel. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Ray Antonio, mon prochain invité. Bon, c'est le cofondateur de Jack Saloon. Connaissez-vous Jack Saloon? C'est un entrepreneur puis c'est un courtier immobilier. Puis, c'est quelqu'un avec l'expérience. Je suis content. On a développé une relation dernièrement. Puis ça va super bien. Puis, vous l'avez déjà vu. Vous savez c'est qui, mais vous ne savez pas c'est qui. Vous allez voir le lien de tous ces derniers mois de qu'est-ce qu'on est en train de mijoter ici. C'est qui? Puis c'est la raison pourquoi je l'invite ici. Puis, je vous présente directement Yann Sévigny. Hey, comment ça va, Ray? Hey, merci beaucoup, merci beaucoup. Yes. Je suis comme un honneur, je me sens comme excité, vraiment chanceux de pouvoir s'asseoir sur ce Yellow Seat-là. Il y a des entrepreneurs puis des gens exceptionnels qui ont passé, qui ont vraiment du bon stock. Là. Félicitations, puis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, puis je suis content vraiment que tu perçois vraiment comme les Yellow Seats comme un honneur derrière ça. Je pense qu'on a travaillé la marque depuis très longtemps. En ce qui concerne branding, j'ai acquis beaucoup d'expérience sur comment vraiment transformer une marque à zéro à quelque chose, puis lui donner une valeur derrière ça. Puis c'était imprévu. Fait qu'aujourd'hui, on parlait de ta belle marque, que je suis très fier, vraiment qu'on collabore. C'est pour tous ceux qui l'ont vu ici. Si tu veux faire un cheers, parce que j'ai le fondateur, comme vous pouvez le voir, de l'eau pétillante ici, Altitude Water, et vous avez la version sans les bulles. Avec l'eau de source, qui est la première eau de source en canette premium au Québec. Cheers. Talk here. Talk shit. Tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est que tout le monde, tu sais, vraiment que... Comme je t'avais dit, genre, drôlement, tu sais, on a eu un autre enregistrement, puis, tu sais, ils ont demandé pour de l'eau, puis attends, j'ai quelque chose pour toi. Au moment que j'ai fait ça, c'est-tu les canettes? Puis... Ce nice, c'est fait parce que c'est en train de bâtir exactement les faits qu'on voulait, qu'on recherche, qu'on a compris vraiment dans la game de podcast, comment tu bâtis un certain brand. Puis Rosemont, ça a été comme eux qui nous ont permis aussi de comprendre une formule magique quand ça vient de la promotion d'une boisson, puis comment le faire. Parce que plutôt que juste tout le temps essayer de promo, ben, tu bâtis une personnalité autour de ton produit. Puis comment cette personnalité a créé un lien entre vous deux. Fait que, tu sais, quand tu nous as présenté, Altitude Water, puis je dois dire, grâce à ce podcast, on se connaît. Oui, grâce à ça. Puis c'est sûr que le timing est bon, puis le hasard, c'est Philippe Del Pozo, qui est un ancien collègue à moi. Shout-out à Philippe, que je respecte énormément, qui fait quelque chose d'exceptionnel dans sa niche, dans sa profession. Il est incroyable. C'est grâce à lui, dans le fond, quand vous l'avez interviewé, que je t'ai rencontré, j'ai vu, puis je t'ai envoyé un petit email. Je disais, je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce que tu fais, puis j'aimerais ça qu'on puisse collaborer ensemble. Là. Ça, c'est le fun. Et nous voilà, ça, c'est comme il y a 3 mois à peu près, quelque chose comme ça. Oui, approximatif. Oui, bien, dans le fond, quand Philippe est venu, j'ai reçu ton message après, puis pour le nombre de DM qu'on peut recevoir aussi dernièrement, ça commence à rouler, les DMs sur les collaborations, les ci, les ça. Mais comment toi, tu m'as écrit, ça m'a quand même capturé l'attention. Parce que, contrairement à d'autres personnes, ça, c'est un piège qu'à tous ceux, vraiment, faites attention, parce que les collaborations de valeur n'ont pas nécessairement 10 000 followers derrière eux. Parce que j'ai vu ta page comme, t'es pas genre un influenceur, là, vraiment derrière ça. D'être là. Mais j'ai vu un peu un côté professionnel, sérieux de ton branding. Puis ça, c'est quelque chose aussi autant pour quelqu'un comme toi qui veut essayer de vraiment créer des liens. Ben juste l'image que tu as donnée,
très genre simple, je pourrais dire. Mais j'ai trouvé quelque chose derrière ça parce que ton message n'était pas comme essayer de forcer quelque chose, puis directement, il y a eu, je sais pas, il y a eu un lien, puis on s'est parlé genre le lendemain. Puis tu sais, dans la vie, je pense que c'est important de créer des relations. Je pense que c'est la base aussi. Puis c'est de comment être capable de pouvoir introduire ces relations, que ce soit n'importe quel produit, qu'on vende de l'eau, qu'on vende des souliers. Tu sais, c'est les relations en premier qui permettent les meilleures collaborations au monde. Tu sais. Souvent, moi, dans les business que j'ai eus dans le passé, c'est beau parce qu'on a un intérêt, les deux en même temps, sur la même chose. Mais la question, c'est que la relation avec la personne, de bien comprendre, qui va permettre de pouvoir faire croître le produit ou croître cette collaboration-là qui va amener ton produit ou le service de l'autre personne à un haut niveau. Là. Définitivement, tu sais, puis quelque chose que je peux dire par rapport, tu sais, on est en train de finir une année en ce moment, puis moi, ces dernières 2 ans, je pourrais dire, mon slogan a toujours été orienté vers bâtir des relations et créer des expériences. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça que je recherche de tout ce que je suis en train de bâtir. Fait que les relations que, admettons, moi, Ray Antonio, RM Strategy, je bâtis avec mes invités, mais aussi l'expérience qui est faite, comme tu l'as dit, comme yo, merci de m'accueillir, vraiment aussi, parce qu'il y a une expérience qui vient derrière ça. Autant, une fois qu'on commence à publier, puis qu'est-ce qui crée. Puis dans ce cas-là, ça a été le produit, comme je l'ai dit dans une vidéo qu'on a mis en ligne, mais c'est un produit que je crois fortement parce que c'est clean. Puis, je vais dire quelque chose, ça va aller à tous les influenceurs aussi. Comment je vois certaines choses, vraiment quand on fait affaire avec certaines promotions. Moi, j'ai décidé d'établir certaines valeurs sur à qui je veux travailler comme brand. Puis, la valeur ici derrière ça, c'est que je pousse tout le temps la santé comme étant une priorité. Peu importe ta richesse, combien de millions que tu as, si tu n'as pas de santé, tu n'as rien. Exactement. Fait que je me dis, tu sais, je travaille avec des marques qui vont amener une valeur ajoutée à les personnes qui nous écoutent puis à qui on est en train de bâtir, qu'est-ce qu'on fait. La génération, elle change beaucoup. On grandit, on évolue. Autant qu'avant, que ça pouvait être le party ou des choses comme ça. Maintenant, c'est peut-être la sagesse, mais on change, on modifie, puis on veut s'assurer d'avoir une meilleure qualité. Parce que juste dans l'alimentation, il y a environ une dizaine d'années, les gens disent « OK, on commence à bien manger ». Mais à un moment donné, c'est plus juste de bien manger, c'est de faire attention à soi et aussi de l'éco-responsabilité qui est important. On est rendu dans une génération que l'éco-responsabilité est importante. Et c'est pas juste pour l'éco-responsabilité de nous, mais pour nos futures générations. Pour nous, il est déjà trop tard, tu sais. Mais est-ce que pour nos futures générations, on est capable de faire de quoi? De changer nos façons de consommation pour être capable de pouvoir mieux manger, prendre soin de l'éco, puis de pouvoir grandir, puis de mieux faire les choses. 100%, tu sais, c'est très important. C'est pour ça que plus on devient mature, admettons, sur une chaîne comme ça, plus il y a un côté mature on va dire, social que tu dois prendre en considération quand tu commences à avoir un nom que le monde écoute puis prend des décisions dessus. Fait que moi, je me dis, si je vais pousser un produit à mes communautés, shout-out à tous ceux qui nous écoutent, qui nous follow, qui nous encouragent, qui sont là pour nous, ben je veux vous présenter des produits qui vont améliorer votre qualité de vie. Tu sais, promouvoir peut-être que ce soit la nourriture ou certaines choses que je sais déjà comme c'est la scrap pour moi dans mon mode de vie, je n'irai pas vers cette direction-là. Parce que ça va pas avec mes valeurs. Je ne consomme pas du fast-food, mettons, régulièrement pour que ça devienne que je devienne un ambassadeur, vraiment d'un burger ou quelque chose comme ça. Mais si le burger est excellent, je suis là. Mais, entre autres, je voudrais qu'on discute un peu plus vraiment de les valeurs derrière Altitude Water et pourquoi moi, je suis tombé pour votre water. Mais avant tout, je pense que c'est très important de découvrir qui est la personne derrière ça. Comme j'ai dit, à première coup d'œil, virtuellement, dans les médias sociaux, tu m'as écrit, puis j'ai trouvé une belle façon de vraiment introduire vraiment ce que tu voulais faire. Puis tu peux voir que tu es professionnel derrière ça. Fait que je me dis, il y a des valeurs qui viennent derrière ça. Et qui es-tu? Parce que, comme j'ai mentionné, tu es cofondateur de Jack Saloon. J'ai été au Jack Saloon, lui qui était à Laval. Mais combien, tu sais, vraiment de succursales tu as bâti derrière ça? Puis je veux découvrir, tu sais, vraiment qui était vraiment cette personne-là, l'entrepreneur derrière qui a décidé de se lancer dans ça, tu sais, dans les concepts. Parce qu'il y a beaucoup, il y a un environnement derrière ça, tu sais, qui est bâti autour de vraiment cette vie-là que tu as eue. Là, ça fait combien de temps exactement que tu es dans la game, dans la business? Écoute, dans la business, je crois que ça fait, si on part dès le début de mes
début, je te dirais plus au niveau de l'âge de 17 ans approximatif, que j'ai commencé à comprendre, d'avoir mes objectifs. T'sais. Mais premièrement, tu voulais avoir un peu d'informations sur moi, puis c'est important de te parler de ça, parce que je pense qu'on est la personne qu'on est actuellement, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un artiste, que ce soit un animateur. Je pense des origines, tu l'as parlé, des valeurs, de où qu'on vient. Parce que dans la vie, on grandit, on se développe, puis on est la personne qu'on est avec ce qu'on a eu dans le passé. Puis est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Mais la question, moi, je pense qui est important, c'est les gens qui sont alentour de nous depuis notre naissance, nos parents, nos frères, nos amis, qui permettent d'être la personne qu'on est comme entrepreneur, exactement. T'sais. Définitivement, tu sais, puis regarde, moi, j'ai développé comme une curiosité de connaître, c'est quoi, de quoi était ton enfance. Parce qu'il y a quelque chose que tout le monde qui vient nous laisser au Yellow Seed qu'on a en commun, c'est des personnes que je trouve qu'on a un hustle mindset. Ça, c'est vraiment mon gros core. C'est ce hustle-là pour la vie. Mais pour devenir un hustler, j'ai remarqué avec le temps qu'il y a certaines choses de la vie qui s'appliquent. Parce que j'ai eu des amitiés dans le passé où est-ce que j'ai remarqué qu'ils n'ont pas ce côté-là hustler. Aujourd'hui, on n'est plus en commun. Mais j'ai réalisé pourquoi tu ne l'as pas. J'ai réalisé certaines choses, vraiment à certaines enfances. J'ai commencé à peut-être, dans ma tête, jouer au psychologue, de voir pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi toi, tu es différent, puis tu es comme ça. Tu sais, pourquoi, genre, mettons, quelqu'un va settle for just enough. Ouais. C'est juste un chèque à chaque semaine. Il y a du monde qui vit sur cette drive-là, puis honnêtement, moi, genre, ça ne me correspond pas. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais j'ai développé une drive, puis je veux savoir c'est quoi la drive des autres personnes, de où elle vient. Puis, tu sais, c'est une petite histoire que j'aime raconter beaucoup. De mon côté, moi, mes parents. J'ai beaucoup, tu sais, on dit souvent que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre en tant que telle. Puis, la génération qu'on est actuellement, que la génération de nos parents, c'est complètement différent, tu sais. Moi, mon père a travaillé quand il était jeune dans une entreprise, c'était chez Pepsi ou chez Coke, puis il travaillait. Puis, mon père, c'est un beau bonhomme, grand, avec des qualités au niveau de personnalité incroyables que les gens adorent. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui était capable d'avoir il y avait du charisme en tant que tel. Puis à un moment donné, son employeur a trouvé qu'il y avait un potentiel. Puis il dit hey, on va te mettre sur la livraison. Puis là, il n'avait pas 18 ans encore. Puis d'être livreur chez une compagnie comme ça, il aurait pu faire des 100 000 en haut facilement, d'avoir des belles conditions, puis avoir une belle qualité de vie. Puis, dans le temps, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu n'avais pas 18 ans, il fallait que tu aies une permission écrite par ton père ou tes parents. Et on ne sait pas pourquoi, son père avait refusé de signer son permis de conduire. Damn. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon père, par la suite, a perdu son emploi parce qu'il ne pouvait pas avoir une promotion. Il aurait pu avoir une belle qualité de vie au niveau de conditions de travail, mais c'est ça qui est arrivé. Fait qu'il est parti de l'autre côté de la rue, travailler dans une shop de carton. Et malheureusement, tu sais, il n'y avait pas le choix de travailler. Dans le passé, c'était pas qu'est-ce que tu fais pour qu'est-ce que tu aimes. Tu dois travailler, tu dois ramener de l'argent à la maison. Puis mon père, ça fait depuis 40 ans qu'il est dans le bénévolat communautaire. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup parce que dans le temps, il était capable de se compléter dans sa personnalité dans des actions communautaires autres que le travail. Il s'est battu. Il y avait des conditions vraiment malsaines qui étaient vraiment difficiles. Mais à un moment donné, il était tanné de se battre. Puis à 33 ans, il dit « Je suis tanné de me battre. Là, j'ai ma famille, j'ai pas le choix. Puis je vais arrêter de me battre contre mes conditions puis contre mes employeurs. » Fait qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à un moment donné, l'anxiété, le stress, il est arrivé qu'il y a eu du psoriasis partout sur le corps. Fait que depuis l'âge de 33 ans, mon père a du psoriasis puis il a arrêté de se battre. T'sais. Puis ma mère, de ce côté-là, travaille pour le public, pour le gouvernement, tout ça. Elle a toujours travaillé. Mais à un moment donné, nos parents, leur philosophie, c'était pas « je vais aimer qu'est-ce que je fais ». Je vais travailler parce que j'ai pas le choix de subvenir aux besoins de mes parents, de mes enfants en tant que tel. Puis tu sais quoi? J'ai jamais rien manqué. Puis au contraire, j'ai eu toujours de l'amour. Puis je pense que c'est la meilleure éducation qu'on a. Par contre, mon frère et moi, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que nos parents, ils n'ont peut-être pas aimé leur travail puis ils n'avaient pas le choix. Fait que ça nous a donné comme une petite façon de comprendre puis un déclic pour te dire est-ce que je peux redonner à mes enfants qu'est-ce que le même amour que j'ai de mes enfants, mais est-ce que je suis capable d'aimer mon travail, d'aimer ce que je fais, de développer dans une passion. Puis je pense que c'est là que le côté entrepreneuriat, le côté personnalité, l'entre-gens, de vouloir, d'aimer les gens a permis de mes parents qui m'ont donné d'être capable de dire parfait, je vais prendre ces capacités-là, puis de pouvoir le mettre dans mes entreprises, puis pouvoir développer avec ça.
Fait que je crois que ça, d'avoir compris, mon frère, c'est un artiste québécois, il fait de l'art, il fait des peintures sportives. Éric Sévigny, vous irez voir ça. Puis les deux, on est deux entrepreneurs, puis c'est pas facile dans la vie. Mais si on est capable d'avoir cette passion, de vouloir réussir, de continuer à travailler, puis d'aimer qu'est-ce qu'on fait, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Je suis d'accord, 100% d'accord avec toi. Même pour moi-même, me retrouver dans la position que j'ai, je le questionne souvent des fois, comme qu'est-ce que je fais à faire ce que je fais? Parce qu'il y avait une période dans ma vie où est-ce que c'était 9 à 5, c'était ça la vie, genre le rat race, là. Puis je savais que c'était pas pour moi quelque part là. Puis à ce jour, dans ma trentaine, je m'aurais pas vu peut-être que je l'aurais vu ou non, mais je me voyais pas dans ma trentaine, vraiment avoir autant de liberté à décider mon horaire, comment. Puis vivre avec aussi la misère qui vient avec ça, parce que c'est une game de struggle. C'est une game qu'il faut que tu crois en toi. Ouais. Genre, le plus tu crois en toi, le plus tu as de chances de réussir dans ce que tu fais. Puis il faut juste le faire, il faut juste croire en soi. Puis c'est là que je questionne, vraiment, qu'est-ce qui prend. C'est quoi cet élément-là, vraiment, peut-être que quand tu grandis, qui fait en sorte que tu crois en toi assez? C'est qui décide que tu crois en toi? Puis parce que, regarde, tu dis quelque chose comme, il y a eu beaucoup d'affection à la maison de ton bar. De mon bar, c'était froid. Puis je pense que ça, c'est aussi culturel, immigrant. Les immigrants sont comme nés, genre, froids dès le début, d'élever ses enfants. Par contre, une ancienne connaissance, je pourrais dire, il y avait beaucoup d'immigrants, mais beaucoup d'affection à la maison. Mais je trouve que cette affection, elle a créé une paresse dans sa volonté, dans ses ambitions. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas un pareil sur qu'est-ce qu'on veut accomplir. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à questionner, vraiment, c'est quoi peut-être donner trop d'affection qui va créer un confort, qui crée la paresse, puis que la personne ne veut plus pousser plus loin. Ou peut-être, moi, étant froid, avoir été élevé dans un espace froid, tu veux toujours aller chercher quelque chose de plus parce que si j'ai pas ça, je vais aller chercher l'autre chose. Mm-hmm. Mais tu sais, il n'y a rien de parfait où tout est différent. Tous les parcours sont différents à ce niveau-là, tu sais. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'ils m'ont permis d'avoir tout ce que je voulais. Ils m'ont laissé la liberté de rêver, de grandir. Puis la question, c'est que est-ce que je peux prendre cette opportunité-là puis de donner la même chose à mes enfants, mais d'être capable, peut-être que je ne réussirai pas à être riche puis donner un gros patrimoine à mes enfants, mais au moins de stepper up un peu le patrimoine que je vais pouvoir donner à mes enfants, puis que j'espère qu'ils vont continuer à être capables d'avoir les mêmes valeurs familiales, la même culture, puis d'être capables, en plus, de continuer à croître notre patrimoine. Tu sais. Je pense que c'est ça qui est cool. Ouais. Est-ce que je vais réussir puis je vais être dans le top tout de suite? Non. Mais si j'étais capable de pouvoir être capable de juste lever un step pour aider pour le futur, je trouve ça cool. Tu sais. Donc, quelle a été ta plus grosse adversité en grandissant? Écoute, il y a beaucoup je pense qu'il y a de l'adversité en tout temps, mais quand j'ai fondé les Jack Saloon, on a eu, puis ça on a parti les Jack Saloon en 2011, on a fondé en 2011 à Québec avec un projet, parce que c'était mon rêve, moi, de bâtir, d'avoir, depuis l'âge de 17 ans, je savais que j'allais avoir un resto-bar, puis c'était mon rêve, tu sais. Puis j'ai eu la chance, en grandissant, en ayant mes propres business, de pouvoir développer, puis d'être un partenariat avec un ami, puis de pouvoir être capable de créer le premier Jack Saloon en 2011 à Ville de Québec. Après, on est parti en 2013 au Jack Saloon 1030. On l'a standardisé pendant 2 ans de temps. Puis quand on était prêt, mon partenaire, lui, est un spécialiste au niveau de la franchise. On est parti un deuxième au 1030 et ça l'a explosé. Le problème là-dedans, c'est que quand tu arrives que tu exploses, après, on ouvre dans le Vieux-Montréal un autre projet en 2014. Bien, quand tu arrives, que tu te crois comme un super-héros, ta business va bien, tout va bien, on se couche tard, on avait plusieurs business, puis à un moment donné, c'est que tu ne réalises pas, mais que tu mets ta chandelle, tu brûles la chandelle des deux bouts, tu sais. Puis à un moment donné, 2 autres choses en même temps qui est arrivé, bien, j'ai eu ma paralysie de belle. À un moment donné, quand on a ouvert le Jack 1030, on faisait des chiffres incroyables, on se couchait tard. Tu sais, j'avais mes clients dans le jour, on avait d'autres business dans le jour. Après, on retournait au restaurant, on essayait de se coucher, on se couchait à 3 heures du matin, des fois un peu croche, puis on recommençait, tu sais. Mais à un moment donné, c'est comme tu roules, mais ton corps, si tu fais pas attention à ton corps, à un moment donné, tu pètes, là. Puis combien de temps tu as eu ce train de vie-là? Depuis l'âge de 24 ans. J'ai commencé à travailler dans un bar à partir de 17 ans. Puis je travaillais, j'ai parti mes business dans l'événementiel. J'avais 24 ans, qui n'était pas payant, mais que je tripais. Fait que je travaillais dans un bar en même temps. J'étais barman, j'étais gérant par la suite.
Pendant 50 ans, j'ai travaillé environ 7 jours sur 7, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est que tu continues, puis tu veux juste croître, puis tu assautes tout le temps pour arriver à tes objectifs, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est là la question. Le Jack Saloon, j'ai réalisé mon rêve, j'étais content, on a bâti. Mais à un moment donné, quand est-ce que tu arrêtes? Tout va bien. À un moment donné, je suis arrivé le lendemain matin, puis ma bouche a commencé à avoir comme un weird feeling dessus. Puis plus tard, j'étais me coucher, puis je suis revenu, le visage de paralysie de Belle, j'ai eu le visage complètement paralysé. Un peu à la Jean Chrétien dans le passé. Puis là, t'es le beau gars, t'es le bon gars qui sort, puis tout d'un coup, t'as le visage paralysé. Fait que ça a été genre la claque, genre. Ça a été... Ça claque parce que tu penses à un super-héros, puis là, tu viens de tomber, que là, t'es paralysé. Là, ça va-tu rester là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y en est? Vas-tu rester avec des conséquences, etc.? Puis là, en même temps, tu es en train d'ouvrir un autre projet dans le Vieux-Montréal, qui est un autre établissement, que là, tu es encore plus stressé, tu dois s'occuper de ta clientèle. C'est dur, là. D'être le beau gars, puis tu arrives, tout le monde, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu regardes? Mais, tu sais, dans la vie, je trouve que la vie, tu dois je fais souvent des ponts arabes comme vous conduire une voiture. Pourquoi? Parce que quand tu conduis, ton pare-brise, c'est ça qui est le plus énorme, c'est ça qui est le plus grand. Puis ton rétroviseur, il est tout petit. Pourquoi? Parce que si tu regardes juste dans le passé, tu vas aller dans le champ. Au contraire, tu sais qu'il est arrivé de quoi, le passé est important, tu regardes de temps en temps qu'est-ce qui est dans le passé, mais quand tu as un problème ou tu as un challenge, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets tes 2 mains sur le volant, tu regardes en avant, puis tu payes sur le gaz. Puis tu t'assures d'aller voir en avant. Puis ça, c'est important. Fait qu'à un moment donné, oui, ça m'a touché, mais ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Il faut être capable de pouvoir continuer puis d'avancer puis d'arriver à sa destination. Et dans le fond, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du fossé? Puis juste continuer de... Je peux pas rien faire. Fait que la question, c'est que j'avance, je repaye sur le gaz, puis je regarde en avant, puis je m'en vais que je m'en vais. Qu'est-ce que tu as amélioré suite à cette expérience? Que j'ai compris qu'on n'est pas invincible, tu comprends? Fait que après, il a fallu changer un peu des habitudes, d'arriver des choses aussi en même temps. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix de changer. Même si tu veux continuer, tu ne t'améliores pas. Peut-être que j'avais arrêté, peut-être que mon rétablissement, parce que la paralysie de Belle, c'est quoi? C'est un nerf facial qu'on a. Et le virus attaque le nerf facial qui meurt. Fait que tu n'as plus rien qui bouge dans le visage. C'est un virus? C'est un virus, oui, exactement. Quand un système immunitaire est extrêmement bas, c'est là que ça a été facile d'attaquer puis qui est arrivé cette situation-là. Mais il y a des gens qui l'ont puis qu'après 1 mois, 2 mois, ils rétablissent. Moi, ça m'a pris 8 mois à peu près, tu sais. Parce qu'il fallait que je continue, il fallait que je travaille, tu sais. T'avais quel âge quand c'est arrivé? J'avais 34 ans à peu près. J'ai 36 ans. J'essaie de te positionner quelque part où est-ce que tu es rendu certaines parties de ta vie puis que ça t'attaque comme ça, tu sais. Mais admettons, OK, tu parles de système immunitaire, tu sais. Est-ce que tu mangeais de la scrap? Tu buvais souvent? C'est un resto-bar, le Jack Saloon, tu sais. Fait que c'était vraiment dans l'environnement. On se couchait, on va dire que je commençais le matin au bureau chef, on gérait les business, on avait 3. On avait 2, mais on avait d'autres business aussi dans la restauration rapide. Puis après, à 5 heures, on se ramasse au Jack, parce que j'étais un peu comme le front. J'étais la personne qui a travaillé dans les bars pendant les 15 dernières années, les 10 dernières années. Fait que j'étais la personne que les gens viennent. Fait que, tu sais, être un restaurateur, qu'est-ce qui est le fun, c'est de donner de l'amour aux gens. C'est ça qui est cool. C'est pas l'argent. On fait ça pas pour une question d'argent, parce qu'on aime rendre les gens heureux. Puis pour moi, c'est ça qui est ma meilleure paye. C'est comment je rends les gens heureux. Fait que quand ils venaient au souper, de trouver ça cool, d'aller voir les gens, de jaser, je tripais. Puis là, quand c'était le temps de se coucher, bien là, tu avais le bar qui roulait. Mais moi, j'avais mes clients, ma gang qui venait, qui voulaient me voir. Fait que quand ils arrivaient à 10 h le soir, je peux pas partir. C'est eux autres qui venaient flober un 500, un 1000 au bar le soir. Fait que je me couchais à 2 h, 3 h. Tu arrives à la maison, c'était scrap. Mais le lendemain matin, il faut que tu te relèves, là. Puis il faut que tu retravailles. T'as pas le choix. Fait que c'est continuellement comme ça. Fait que tu dors plus à un moment donné. Là. 7 jours sur 7, genre. Puis là, tu manges pas bien. Des fois, tu manges pas. Fait que allais-tu au gym, genre, pour compenser? Ou pas de gym. Pas le temps, là. Pas le temps. T'es comme trop focusé, t'as trop de choses à faire, puis tu te couches pas. Fait qu'à un moment donné, c'est difficile. Tu fais pas attention à toi. Jack Saloon, en ce moment, ça n'existe plus. Oh, ça existe encore. Oh, oui, ça existe encore. Nous autres, qu'est-ce qui est arrivé dans le Vieux-Montréal, en plus, ça a été plus compliqué quand on a ouvert. C'était peut-être pas le meilleur spot. C'était de l'autre côté, plage Jacques-Cartier. On a eu la construction, où tu avais plein de choses. Fait qu'il y a une inondation. J'avais mon garçon, il y avait 7 jours. On allait ouvrir en mi-janvier. Mes gérants appellent pour dire « Yann, tout coule ». Fait que dans le fond, il y avait des locataires en haut, que les portes étaient ouvertes, puis ça a gelé. Puis tout
flobé. Le Jack Saloon du Vieux-Montréal a été inondé complètement, puis il n'a jamais été rouvert depuis ce temps-là. Ouais, ça, tu m'as glissé, genre vraiment Puis j'ai rien, puis je ne veux pas dire rien, mais on n'a pas été encore payé par les assurances à ce niveau-là. Ça fait depuis plus de 8 ans, puis c'est en haut de 2 millions qu'on attend. Fait que c'est là qu'est la question qui n'est pas réglée encore, là, qui est encore en justice, tout ça. Ouais. Mais il n'y a rien de facile dans la vie. Penses-tu voir le jour de ce cas-là un jour? Écoute, c'est supposé d'arriver en septembre. Ça a été reporté encore. Fait que là, c'est en négociation. Mais il n'y a rien de facile dans la vie. L'adversité, je crois qu'on en a partout. Il y a différents degrés. Puis je pense que, je dis toujours à mes enfants quand ils font des cours de patin, c'est quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te relèves. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rester encore. C'est comme dans le champ, tu ne peux pas rester. Il faut toujours que tu te relèves. Il faut toujours que tu continues. Puis c'est là que c'est la force d'un entrepreneur peut arriver. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu tombes sur le cul solide et régulièrement. Le monde voit, OK, c'est cool, j'ai fait le Jack Saloon, j'ai fait une couple de projets, j'ai plein de choses. Mais le nombre de fois qu'ils ne m'ont jamais vu sur le cul puis de le tomber, tu sais. C'est dur de se relever puis toujours continuer. Ça demande vraiment une certaine genre force mentale. Tu sais, quand dernièrement, les grands sujets, c'est la santé mentale. Toi, comment tu te voyais, genre, côté... Tu le sentais-tu? C'était-tu... Tu sais, c'est souvent que tu as souvent des downs à un moment donné puis des questionnements. Mais on a toujours des questions. Tu sais, des entrepreneurs, la majorité, puis on dort rarement. Là. Notre cerveau, il roule tout le temps. Fait qu'on est en constante. Puis tu le sais, toi, aussi en même temps. Même chose pour toi, là. Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que tu dors bien? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui dorment bien la nuit? J'ai appris à dormir bien, puis tout en vivant à l'enfer. Exact. Des fois, tu n'as pas le choix, tu sais. Mais, tu sais, c'est là que de pouvoir se relever, d'être fort, permet, je crois, à un entrepreneur de continuer à faire la différence. Mais sur une note opposée, durant cette histoire-là de Jack Saloon, quelle a été ta meilleure histoire, ton succès, où est-ce que tu te sentais comme tu étais dans un film? Je te dirais, quand on a ouvert le Jack Saloon au 10-30, c'était pendant la période, c'était en 2013, c'était pendant la période qu'il y avait beaucoup de séparations puis de divorces. Puis la clientèle, moi, que j'avais dans ce coin-là, j'avais 35 ans. Puis c'était toute la clientèle qu'on allait chercher, c'était 35-40 ans. Fait que, dans le fond, dès le jour 1 au Jack Saloon 10-30, ça l'a explosé. On faisait des centaines de milliers de dollars par semaine. Puis de voir tous ces gens-là, c'était comme l'accomplissement d'être à chaque soir plein, d'être sur le bord, de faire plaisir aux gens. T'sais, encore une fois, moi, c'était de voir comme de pouvoir faire rentrer les gens, puis les gens ont du plaisir, puis tu te dis que c'est un peu grâce à moi. Moi, je n'étais pas là-dedans, c'est un travail d'équipe. C'est toujours ça. Grâce à moi, un petit peu, les gens s'amusent. Je pense que c'est ça la plus grande fierté pour moi à ce niveau-là. Un genre de studio 54 dans le temps, mais au 10-30, au Jack, puis dans différents endroits. Mais d'avoir un établissement que les gens, 200-300 les personnes, que les gens arrivent, qu'il y a des line-up dehors, qui ont du plaisir, c'est indescriptible comme feeling à ce niveau-là. Fait que tu te sentais genre top of the world, comme ouais, les gars, c'est sûr, tu sais, c'est là que... Oui, exactement. Puis, mais tu sais, tu peux pas faire ça, tu peux pas vivre ça toute ta vie, tu sais. Tu sais, puis de ce côté-là, parce que, regarde, il y a beaucoup de monde, tu sais, qui veulent déjà, comme on dit, être là, à la destination. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que le parcours, c'est un beau chemin. Le parcours entrepreneurial, là, quand tu es fidèle à ta vision, puis admettons, si tu sais déjà que tu vas le réussir, c'est tellement beau à expérimenter. C'est des belles histoires. Tu sais, toi, comment tu vois, genre, quand tu as atteint, admettons, ce high-là, là, genre, tu posais-tu comme « what's next » ou tu disais comme « tu sais, je peux-tu vivre d'autres expériences parce que tu sais, je peux continuer juste à grind ». C'est toujours « what's next ». Tu sais, je pense que j'ai toujours voulu avancer puis grandir puis croître en tout temps. Tu sais, de mon côté, mon partenaire, c'était comme un spécialiste au niveau des franchiseurs. Fait que lui, il y avait plusieurs restaurants, puis il y avait d'autres bannières aussi en même temps. C'est de voir de mon côté comment être capable de créer cette expérience-là. Parce que Jack Saloon, c'est une expérience qu'on donnait en tant que telle. Puis à différents endroits. Parce qu'à un moment donné, quand on a ouvert le Jack en 2011, c'était plus juste avoir un établissement avec la musique. C'était une thématique qu'on devait donner à une certaine clientèle.
Puis de mon côté, pour moi, c'était d'avoir des jacks partout à travers le Québec. C'était en développement. Puis ma force, c'est le développement des affaires. T'sais. Chacun dans une équipe a ses forces. Puis de mon côté, c'était un ambassadeur, développement des affaires. Fait que c'était pouvoir être capable de voir le produit grandir et se développer. T'sais. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Moi, j'adore le développement d'affaires. J'adore vraiment, vraiment être devant, vraiment pousser la chose. Ensuite de ça, c'est juste, whoop, guys, tu formes une équipe où est-ce que, allez-y, le produit est là. Maintenant, regarde, passons à la prochaine étape. Donc, du Jack Saloon, qu'est-ce qui t'amène à de l'eau premium? Rich People Water, c'est comme ça que je l'appelle. Bien, je pense que ça fait partie des étapes de la vie aussi en même temps. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui m'a changé? Puis il fallait que je change mon rythme de vie. Puis la grosse étape qu'il y a eu, puis on va peut-être en parler un peu plus tard, mais ma conjointe est tombée enceinte de mon premier garçon. À un moment donné, de devenir père te donne certaines responsabilités, te fait des questionnements sur qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Puis quand ma blonde m'a annoncé qu'on allait être parents, puis d'avoir avoir un magnifique garçon, je ne pouvais pas continuer à vivre cette vie-là. Fait que c'était soit la business ou la famille. C'était un choix quand même difficile. J'avais un bébé là, puis j'avais un bébé qui s'en venait. Puis j'ai décidé de choisir la famille. Parce que je pense que la famille, c'est le plus important. C'est le noyau, puis j'ai hâte qu'on amène ce sujet-là à la table parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre actuellement. Tu avais quel âge quand tu as eu ton premier? J'ai eu 37 ans quand j'ai eu mon premier. En 2015, en 23, ça fait 8 ans. C'est ça, j'avais 37 ans quand j'ai eu mon premier garçon. Nice, nice. Puis je trouve ça cool, tu sais, vraiment d'avoir un enfant à un âge mature et expérimenté. Moi, je l'ai eu ma première à 34. Fait que je trouve ça cool parce que je suis capable j'ai réussi au moins à lui donner naissance vraiment dans un bel environnement. Tu sais, moi, oublie ça, là. Je suis venu de loin, là, pour quand j'étais petit. Puis si on calcule le même âge, moi, j'étais dans un duplex à Anjou à 2 ans. Elle est dans un beau quartier à Terrebonne. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Il y a une fierté derrière ça, puis je pense que d'avoir été plus mature, ça permet vraiment de vivre ça. Tu sais, j'ai eu plus vieux, mais en même temps, j'étais content de dire « Hey, j'ai réalisé un de mes rêves ». Fait qu'après d'avoir mon préétablissement, c'est quoi le next step tantôt? C'est quoi il faut passer à autre chose? Fait que là, c'était la famille que je décide de prendre soin. Puis, tu sais, j'ai fait une technique en loisir, moi. Quand tu es jeune, là, puis il faut que tu choisisses c'est quoi ton travail. Tu sais, tu le sais pas, tu le réalises pas, tu fais juste rêver. Fait que j'ai fait une technique en loisir, qu'est-ce que j'ai aimé, adoré. Après, j'ai la chance de te faire de l'événementiel puis du marketing, tu sais. Parce que je me suis lancé déjà dans ma première business à 24 ans. Par la suite, quand j'ai fini le Jack Saloon, on a été rendu avec 4 établissements. J'avais géré une bannière dans un autre service. On avait développé de 5 à 15 franchises en dedans de 5 ans. On avait passé de 35 à 45 restaurants dans ce temps-là. Avec le Jack Saloon, en dedans de 3-4 ans, on avait créé un volume d'affaires de 10 millions. J'avais plus de 250 employés. Puis par la suite, c'était dit, ça va être facile, je vais être capable de me trouver un emploi que je vais apprécier, que je vais être reconnu. Puis veux-tu savoir quoi? J'ai fait une dizaine de CV que j'ai envoyés. Puis parce que je n'avais pas d'université, je n'avais pas de diplôme, j'ai eu aucun retour. Malgré les connaissances à rien, je voulais avoir une belle job. Fait que j'ai toujours regretté, puis j'ai posé plusieurs questions de ne pas avoir été à l'université. Puis c'est là que ça m'a frappé d'en face à 37 ans, que j'ai dit des belles organisations, que je pense que je suis compétent, qui ne prennent même pas 2 secondes pour me rencontrer à cause que je n'ai pas de certificat, je n'ai pas de diplôme universitaire. Wow. Guys, il faut abolir le statu quo. Moi, j'en ai marre du statu quo. Tout le temps, il faut que ça soit comme ça. Les modèles traditionnels, regardez, on est dans 2024. C'est une autre game. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve tellement ridicule. Parce que quelqu'un qui a été élevé avec du street smart peut être beaucoup plus performant que quelqu'un qui est book smart. Je pense que les entreprises, c'est plus une question que la personne a eu une discipline d'aller à l'école puis d'avoir été ça. Parce que moi, j'ai eu de gros regrets, tu sais. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas vivre avec des regrets dans la vie. Jamais. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé même avec un enfant de retourner. Je me suis inscrit à l'université. J'ai fait un certificat en gestion d'entreprise à temps partiel avec ma job. Puis de ce côté-là, je l'ai fait. Puis, mais veux-tu savoir,
d'avoir l'expérience puis d'avoir les études théoriques ou la formation théorique, je pense que c'est encore plus fort. T'sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi pas d'être plus intelligent que les autres puis de pouvoir accomplir les deux puis de faire les deux. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis regarde, là, je vais te rejoindre quelque part. T'es-tu allé au HEC? Oui, exactement. Ben, tu vois, regarde, moi, j'ai gradué du HEC. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vingtaine. J'ai fait mon bac. Puis juste par curiosité, pas parce que j'ai eu des parents qui me disaient va le faire, va le faire, va le faire. Je l'ai fait parce que j'étais à la recherche de quelque chose, mais j'étais quand même hustler. Puis j'avais une job, mais j'étais aussi indépendant. Puis je faisais l'université. Ça m'a pris 6 ans de ma vie. Puis c'est vrai, le truc de discipline. Parce que, regarde, moi, à un moment donné, puis ça, à quel point je me suis dit, ça va être la mission. Je vais terminer le HEC parce que même si je sais que ça ne va pas être ça, mon leverage, qui va faire qui je suis plus tard, je vais le faire pour moi-même. La mission, je me suis dit, je vais finir ce projet-là parce que ça va me prouver à moi-même que je suis capable de finir n'importe quel projet que je veux faire. Puis je l'ai fini, puis de bonne grâce, regarde, j'ai lu le diplôme encore là. Ce que j'ai appris, c'est une discipline exactement de travailler avec du monde, être organisé, être structuré, mais aussi vraiment de savoir à l'interne que tu as la capacité de faire quelque chose que ça ne te tente pas, que tu dois payer en plus d'être là, mais de le terminer. Ouais. Malgré que c'est dur, puis quand tu le termines, tu es comme « wow ». Je suis allé genre... Dès que j'ai fini, moi puis toute ma famille entière, on est allé au Nicaragua, puis on était à la plage. Puis c'était ma célébration. Je suis comme « oh ». C'est sûr. Puis tu sais, je pense qu'en tant que les employeurs, eux autres font juste « OK, parfait, tu as un certificat, check ». Le AI, il y a tu. C'est fait, c'est réglé, parfait, c'est tout simplement, c'est là, tu sais. Mais tu sais, c'est là que je parle avec des jeunes entrepreneurs qui disent « Hey, je veux peut-être lâcher l'université, je me trouve pas ». Je dis « Non, non », je dis « Fais-le. Attends pas d'aller le faire comme moi à 37 ans, comme un bozo, avec un enfant qui vient de naître, avec ma conjointe qui a besoin d'aide, qu'on a eu un deuxième enfant pendant ce temps-là, puis te lever à 5h30, puis de faire ça le soir, puis de manquer des beaux moments des fois avec la famille parce qu'il faut que tu fasses ton université. » Fait que soyez intelligents, puis tout le monde qui pense peut-être partir une business, finissez, s'il vous plaît, votre université. Finissez vos études universitaires pour pouvoir vous assurer une option. Parce qu'à un moment donné, l'option est importante. J'ai appris dernièrement, j'ai lu dans un livre que c'est aux échecs, la meilleure option, la meilleure décision, c'est de prendre la décision avec le plus d'options possible. Fait que quand tu fais des choix, prends un choix qui va te donner le plus d'options possible, que s'il arrive de quoi, tu es capable d'avoir un plan B en tout temps. Il y a une autre pensée, un autre mindset qui va dire aussi, si j'ai 0 option, je suis en train de mettre 100% sur ce projet-là que je n'ai pas le choix de réussir. Il y a ça aussi. Il y a ça là aussi. Fait que, parce que des fois, ça vient que si j'ai une option, peut-être que je n'irai pas 100% sur ce projet-là. Parce que au pire, si je fail, je tombe sur mon projet, sur mon option. Puis je l'ai mal dit, désolé. Là. C'était écrit, c'était le meilleur coup, c'est celui qui te donne plus d'options. Ouais. Fait que c'est là la question, c'est qu'il y a d'autres peut-être choix qu'il peut faire, mais de ce côté-là, c'est quel qui est le meilleur coup. T'sais. Fait que continuez à l'université, puis mettez votre bac, dans votre poche au moins, puis qu'il n'y a plus personne après, employeur, qui peut dire non, désolé, on ne peut pas te prendre ou tu n'es pas compétent parce que tu n'as pas un diplôme dans les poches. Et tu vois, moi, je veux encourager aussi la prochaine génération à, au moins concevoir l'idée d'aller à l'université parce que, regarde, moi, j'ai fini, ça fait 8 ans que j'ai terminé l'université. Drôlement, la semaine dernière, une fille avec qui je suis allé à l'université, elle m'a écrit « Je te présente un tel ». Il cherche quelqu'un, puis quand je vois tellement que tu fais de contenu, il veut exactement ce que tu fais. J'ai eu un lead, j'ai une soumission, puis il y a un deal qui est en train de closer. Encore là, tu sais, soyez dans des lieux où est-ce que vous allez faire le plus de contacts, parce que, tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu connais, qui tu connais, mais aussi qu'est-ce que tu connais, tu sais, va être la raison à qui tu vas connaître par la suite. Fait que c'est un bon point. Mais, revenir à l'eau. Tu sais, t'es allé de Jack Saloon. J'ai vendu tellement d'alcool qu'à un moment donné, c'était rendu qu'il fallait que je boive de l'eau. C'est comme l'opposé. Je suis comme, tu sais quoi, je devenais ambassadeur de l'eau. La matière première, la ressource première, genre, de cette planète-là. Tu sais, écoute, j'ai été dans une convention en immobilier, on va s'en parler tantôt, en février, puis j'étais aux États-Unis, puis je voulais aller me chercher une bouteille d'eau.
Je suis arrivé à l'aéroport d'Anaheim, puis qu'est-ce que je vois? C'est que je vois un contenant d'eau en aluminium, de l'eau dans un contenant aluminium. J'ai dit, my God, pourquoi qu'on est si imbécile que ça? Ça se peut pas qu'en 2023 encore au Québec, qu'on aille seulement des bouteilles de plastique. Sais-tu qu'il y a plus de 250 000 bouteilles de plastique, de bouteilles d'eau qui se vendent chaque jour au Québec? C'est incroyable. Il y a des millions de bouteilles de plastique qui se vendent à chaque minute à travers le monde. Il y a 480 milliards de bouteilles de plastique qui se vendent par une année. Ça se peut pas encore qu'on a ce choix de consommation. Ben, on n'avait pas d'option. On n'a pas d'option. J'ai juste du plastique. Puis le plastique, qu'est-ce qui se passe? On ramasse ça dans les poubelles. Combien de monde qui vont prendre leur bouteille de plastique d'eau puis qui vont le mettre dans le recyclage? Pas beaucoup, tant que ça. Puis pourquoi c'est là que j'ai dit, my God, il faut changer ça. Il faut faire la différence. Il faut être capable d'amener un produit en aluminium qui est 100% recyclable au Québec. Et de qualité. Puis c'est là que ça m'a commencé à tourner. Puis j'étais sur le CA de la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge. Puis j'ai un de mes bons amis, Patrick Cool, qui a la microbrasserie Champ Libre, que j'ai présenté. Pat, qu'est-ce que tu en penses? Puis il m'a dit, Yann, il dit, on est rendu là en 23. Il dit, il faut juste que tu peux te donner un coup de main. Puis il m'a donné beaucoup de coups de main au départ. Puis il m'a dit, là, il faut que tu trouves... J'ai une encanneuse, fait que ça peut me donner puis de me starter. Mais il dit, il faut aller chercher de l'eau après, tu sais. La ressource. Pas question d'aller chercher de l'eau filtrée, tu sais. Pour moi, c'est important d'avoir une eau de haute qualité. Fait que c'est là que j'étais capable de faire mes recherches. Puis j'ai tombé sur la seule source d'eau en altitude au Québec. 1200 pieds au niveau de la mer, qui fait que c'est une eau de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes raisons. Dis-moi. Première raison, c'est qu'il faut savoir que la majorité des sources d'eau au Québec sont proches de quoi? Sont proches de l'agriculture. Et dans l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a tellement de pesticides qui sont envoyés sur nos aliments qui fait que qu'est-ce qui se passe avec ces pesticides? Ça se ramasse dans la terre, puis après, ça se ramasse dans l'eau, dans les nappes phréatiques. Par la suite, de l'autre côté, la majorité de nos sources sont alimentées par quoi? Par des rivières, par des fleuves. Puis qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on a dans nos rivières, dans nos fleuves? Des rejets organiques, des rejets industriels. Même si on filtre ça à l'intérieur de nos usines de filtration, c'est sûr qu'il y a du chlore puis qu'il reste encore à la fin de certains produits. L'eau n'est pas de haute qualité. Fait que cette eau-là, dans cette montagne-là, c'est dans les Appalaches. C'est la formation rocheuse Tibet Hill. Il y a 2 failles et l'eau de la source qui est en altitude se filtre naturellement par le roc. On appelle ça de la percolation. Une goutte d'eau a 63 jours de percolation. C'est quoi la percolation? C'est dans le fond, c'est le nombre de temps que l'eau va pouvoir passer et se faire filtrer avant d'être puisée. 63 jours? 63 jours que... Le temps qu'une goutte va se faire filtrer directement, c'est là que ça se fait filtrer naturellement. C'est malade. Moi qui viens d'apprendre quelque chose. C'est nice. Et c'est là que tu arrives avec une eau de qualité. Mais c'est quoi une haute qualité, tu sais? Fait que la chose la plus importante, parce que, tu sais, j'ai été surpris comment et le nombre de fois que j'ai de l'éducation à faire sur l'eau au Québec. La question, Rick, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au Québec, c'est tellement facile d'avoir de l'eau. On fait juste ouvrir, dans le fond, notre fossé. On vient d'ouvrir, puis on a de l'eau. Mais de l'eau, c'est comme dans le vin. Il y a une qualité d'eau. Il y a différents ingrédients qui permettent de s'assurer d'avoir un produit premium. Puis, au niveau d'eau, qu'est-ce qui est le plus important? Il y a 2 choses. Au niveau du pH et des sels minéraux. Pour ton information, le pH idéal, 100%, qui n'existe pas, est à 7. L'eau à altitude est à 7,2. Mais ça, je vois pH 7,2. Exactement. Puis au niveau des sels minéraux, au niveau goût salin, est à 95. Au moment que tu es en bas de 100, tu arrives avec une belle qualité, pas trop salin. Parce qu'il y a des eaux qu'on connaît qui sont premium, que vous pouvez aller voir au niveau des sels minéraux, il est à 320, 400, qui est énorme, qui va avoir ce petit goût-là un peu très, très, très salin à peu près. Fait que de ce côté-là, d'avoir un pH de 7,2 puis d'un 95 de sels minéraux permet un équilibre parfait dans l'eau à altitude. La teneur en fluorure? T'as 0. T'as 0? Exactement. T'as 0,01, puis parce qu'il n'y en a quasiment pas. Fait que
l'eau est filtrée naturellement par le roc qui permet de ne pas avoir de ce produit-là dans notre eau. J'ai vu aussi que la fluorure, ça peut être même un élément qui est rajouté manuellement. Vraiment, c'est pas quelque chose d'organique. Non. OK. Puis nous, dans le fond, honnêtement, l'eau, elle sort directement de la source. Puis c'est une eau ozonée. C'est quoi ça, une eau ozonée? Vas-y. Dans le fond, c'est que quand l'eau sort, elle s'en vient dans des cuves. Et là, il donne comme un choc électrique, qui est l'ozone, qui permet d'éliminer, de tuer toutes les bactéries pendant 24 heures. Fait que nous, directement, on permet de pouvoir ozoner l'eau. Elle sort dans le fond de l'ozone, de l'ozonateur. Et après, on l'encane directement par la suite. OK. Fait que c'est là qui permet d'avoir une eau vraiment de haute qualité. Par la suite, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir un produit en canette. On a parlé d'éco-responsabilité La canette, tantôt. ouais, affectait ça. Altitude, notre mission numéro 1, c'est de donner une option alternative aux bouteilles de plastique. Parce que quand on s'en va au dépanneur, quand on a besoin de quelque chose, ben d'avoir au moins le choix de si je ne veux pas avoir du plastique puis je veux être éco-responsable puis de faire la différence, ben je vais prendre un produit en aluminium qui va être 100% restable et consignable aussi en même temps. Ça fait que ça, c'est notre mission numéro 1, mais ma deuxième mission, pour moi, qui est la plus importante, c'est je veux rendre la consommation d'eau cool. Je veux rendre les gens à boire. Je veux que les gens consomment plus d'eau, qu'ils comprennent l'importance de boire de l'eau, qu'ils prennent soin de leur santé. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. J'avais un ado à un moment donné qui est venu, qui est le fils d'un de mes bons amis, Tom, qui est venu à un moment donné cet été, puis il a goûté, puis il a dit « Maman, il dit, je pense que c'est mon drink favori. C'est mon nouveau drink favori. Nice. » C'était quelqu'un qui buvait beaucoup de l'energy drink, Ouais. qui buvait beaucoup de liqueur. Puis dans le fond, c'est là qu'on voit que le pouvoir du marketing est très fort. Fait qu'on est capable, autant les jeunes, les adultes, tout le monde, de pouvoir de boire un produit cool, puis d'avoir un produit en canette, puis de l'eau qui est extrêmement santé. Dernièrement, j'ai parlé à du monde où est-ce qu'ils viennent dans des industries qui sont un peu dinosaures, un peu plates, un peu grises, conservatrices, mais ce que je me réalise, c'est que le renouvellement de ces industries-là, c'est comment le rendre cool. Comment le rendre, parce que c'est pas parce que c'est neutre, c'est gris, que c'est plate. Mais au contraire, si tu trouves vraiment une touche où est-ce que tu peux y donner une saveur, quelque chose de plus, ben, tu peux le rendre cool. Puis en ce moment, si on est capable d'éduquer notre population, nos audiences, à vraiment trouver le côté cool de certaines choses, ça crée une différence, ça crée du branding, du marketing derrière ça. Je partageais une anecdote quand tu m'as invité. Merci beaucoup au Spectrum. C'est super nice. Un rave, ça faisait 10 ans que je n'avais pas été dans un rave facilement. Puis, à un moment donné, là, quand on parlait de branding, Altitude Water était là. J'ai pris, oui, un verre au bar, mais à la fois, après ça, j'étais sur du Altitude, puis je me promenais. J'avais comme senti un effet placebo, dans le sens que je me sentais un peu genre quelque chose juste avec laquelle je savais le boire parce que c'était rafraîchissant. Puis on dirait que vraiment c'est le contraire, où est-ce que quand tu es dans cet environnement-là, tu cherches tout le temps à plus être mentalement influencé, vraiment. Puis là, je me sentais comme, il y avait quelque chose de vraiment nice, un vibe que je trouvais derrière ça. Et non seulement ça, j'ai croisé d'autres personnes qui avaient des altitudes, puis il y avait un côté cool. C'était comme, oh shit, la canette est cool quand même. Genre, tu te promènes dans un événement comme ça, puis c'est pas une bouteille d'eau en plastique, là, t'es froissé, puis tu tiens, genre, parce que t'es énervé, puis ça roule, là, mais tu vois la canette, c'est chic. Sophistiqué. Puis ça donne cet élément-là où est-ce que Chris, c'est quoi que tu bois? Puis tu sais, c'est niaiseux, mais maintenant, avec les lois au niveau d'alcool au volant, tu n'as plus le droit de boire. Tu peux plus boire. Fait que c'est là qu'il est important d'être capable de pouvoir bien consommer. Puis des fois, les gens dans des établissements, ils disent hey, tu danses puis tu as une bouteille de plastique. Le monde dit ah, t'es bien non plate, tu danses, tu bois pas, tu bois de l'eau, tu bois pas d'alcool, tu sais. Mais qu'est-ce que ça permet des gens qui adorent, c'est qu'ils disent hey, j'ai dit je peux boire l'eau puis je peux avoir cool puis c'est comme si je boirais un drink, tu sais. Fait que ça l'encourage les gens à boire de l'eau puis à consommer moins d'alcool aussi en même temps, tu sais. Je peux-tu partager ton anecdote de Bara? Je pense qu'il le voyait déjà. Je suis sûr qu'il me... Regarde, on a quelqu'un ici qui était dans un barrage. Puis c'est la saison en ce moment, fait que c'est normal. Là, la personne n'a rien fait de mauvais, mais dans le barrage, ils vont poser tout plein de questions. T'as-tu consommé ci et ça? Mais la canette était là, puis était comme, c'est-tu de l'alcool, ça? Il a levé, non, c'est de l'altitude, c'est de l'eau.
Puis le policier était comme, oh shit, OK. Fait que, tu sais, il y a cet effet-là que, tu sais, déjà là, tu vois, genre, ça change beaucoup, genre, le ton vraiment dans une situation comme un barrage policier, tu sais, surtout durant les fêtes. Fait que, guys, vous voulez être cool, Altitude Water, vous le gardez à côté de votre volant. Exactement. Puis, tu sais, de l'autre côté, je parlais avec des gens qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes d'alcool. J'ai un de mes amis, Phil, qui était dans les AA, puis depuis 3 ans, qui est rendu sobre. Puis que lui a besoin, il me dit, Yann, j'ai besoin de ça maintenant quand je sors, parce que c'est dur encore. Tu sais, quand t'es sobre, puis que tout le monde boit, puis ça te manque, là, c'est un combat tout le temps. Mais il dit juste de permettre d'avoir une canette et non une bouteille de plastique me donne du hype, puis me donne parfait. Il dit, je suis cool, puis j'adore, puis c'est moi le plus cool. Il dit, là, c'est moi qui est le plus cool maintenant à avoir un produit de l'eau, puis prendre soin de moi, puis d'avoir un produit dans la canette qui est intéressant, tu sais. Parce que c'est rendu, hey, tu te fais intimider sur une bouteille d'eau dans un club. T'es comme, yo, qu'est-ce que tu bois? Exact. Genre, kick-moi ça, là. Puis, mais tu bois une canette, t'es comme, yo, je suis comme, hey, t'es cool, toi. C'est comme fumer un vape au lieu de genre une cigarette. Fait que c'est un peu ça qui est intéressant à ce niveau-là, tu sais. Puis, c'est de faire la différence. Que je crois qui est intéressant, tu sais. C'est pour ça que dans mes canettes, je le mets, c'est notre call to action. Puis, je lisais à un moment donné, puis on regarde les TikTok, les réseaux sociaux, puis il y a vraiment des choses. Puis en business, en tant qu'entrepreneur, souvent, ils disent, il ne faut pas que tu vendes ton produit. Il faut que tu vendes autre chose. Comme ils disaient Nike ou des choses comme ça. C'est pas les souliers, ils vendent de la motivation, ils vont vendre l'expérience. Tu sais, puis c'est ça, en gros. Puis moi, qu'est-ce que j'ai compris puis que je dois faire? C'est pas juste vendre mon produit. Je pense qu'il faut que... Puis mes 3 piliers en tant que tels que je veux travailler, c'est je veux travailler puis créer un mouvement. Un mouvement de pouvoir prendre encore plus soin de soi, de pouvoir... Parce que... C'est un lifestyle. C'est un lifestyle, puis on est des entrepreneurs, puis notre vie, c'est toujours comme tout le temps rush. T'as pas le choix de réussir. C'est comme ça, tu sais. Je te l'avais déjà dit, puis j'ai lu un moment donné dans un livre, c'est quoi la différence entre réussir et exceller? La différence entre réussir puis exceller, c'est que réussir, ça disait que c'est d'y arriver. Mais exceller, c'est d'y rester. Fait que c'est bien beau d'être capable d'y arriver, mais si tu n'es pas capable d'avoir une discipline, si tu n'es pas capable d'être focusé, si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, de prendre soin de ton mindset, d'aller au gym, de prendre soin de ton corps, ça va être difficile d'exceller. Mais c'est comme les riches, c'est comme devenir riche, c'est facile. Maintenir la richesse, c'est le défi parce que toutes les influences autour de ça là, qui vont faire est-ce que tu sais gérer ça comme il faut. Fait que c'est les mouvements vraiment que, pour moi, que je vais aller avec Altitude, au niveau stratégique, si on parle d'entrepreneuriat, c'est d'être capable de pouvoir créer un mouvement éco-responsable, d'aider les gens à réfléchir, à avoir une réflexion sur leur choix de consommation. Encore une fois, peut-être pas pour nous, mais faites-les pour nos futures générations. D'être capable aussi, au niveau de l'éco-responsabilité, d'être capable de prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Parce que dans le fond, c'est nous autres la machine. Tu décides-tu de pouvoir foncer en Ferrari ou d'y aller avec une Lada, comme je ne veux pas dire n'importe quelle entreprise, mais c'est ton moyen de transport. Tu dois être en forme, tu dois prendre du bon carburant pour ta santé. Exactement. Puis tu sais, c'est là qui est important. Puis je pense dans qu'est-ce que je veux faire avec Altitude, c'est d'aider à motiver les gens. Quand je marquais faire la différence, fais la différence dans ta vie, fais la différence dans ta famille, fais la différence dans ton travail, dans ta profession, dans ta carrière. Fais la différence dans l'éco-responsabilité. Fais la différence, point la ligne. Bang. Intéressant. Je voudrais avancer à un autre sujet que je trouvais super fascinant puis quelque chose que on va pouvoir apprendre. Puis ça, c'est un lien, là, je fais le pont avec ton côté courtier immobilier parce que t'arrêtes pas. Tu fais juste plein de choses parce que je me rends compte. Mais tu me parlais aussi d'une théorie. Puis ça, je suis gardé. On peut parler du marché immobilier. Vous savez tout ce qui se passe. Tous les intérêts sont élevés. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la psychologie. Vraiment comment, genre, toi étant un courtier, tu gères ça. Comment tu gères les clients. Puis tu me parlais du test 10. Oui, le test 10. Je vais parler de l'intelligence émotionnelle, qui est vraiment un sujet qui devient de plus en plus populaire, que les gens s'intéressent plus ou veulent découvrir un peu plus. Quand j'ai commencé l'immobilier il y a 3 ans, je n'ai pas commencé comme courtier immobilier. J'ai eu la chance de devenir un CEO,
un chef d'équipe pour une agence immobilière. Mon rôle était de diriger 100 courtiers. J'ai eu 120 courtiers sous ma charge et aussi, en même temps, je devais recruter. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de formation au niveau de coaching parce que du courtage immobilier, c'est aussi c'est une business. Puis avant, le monde voyait ça vraiment comme juste une job, mais c'est pas une job. Tu dois être un CEO, tu dois être un entrepreneur. Fait que c'est là que j'ai eu la chance de comprendre beaucoup l'immobilier. Puis on a travaillé dans le temps avec le test disque. C'est quoi le test disque? Il y en a qui connaissent un petit peu, c'est le test des couleurs avec le bleu, le rouge, le vert ou le jaune. Mais le test disque, c'était comme un step beaucoup plus évolué, beaucoup plus détaillé. Le test disque, c'est quoi? C'est un test de personnalité. OK? C'est, dans le fond, c'est de savoir, ils ont découvert, ils ont trouvé que chaque humain a 4 lettres. Le D, le I, le S ou le C. C'est quoi un D? C'est le rouge un peu. C'est quelqu'un qui est dominant. C'est quelqu'un qui aime diriger, mais d'une façon très positive. Souvent, je fais un exemple un peu à l'extrême, mais un rouge, un dominant, c'est un Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui va être focusé sur les tâches, qui ne va pas avoir de sentiment sur les choix qu'il va faire. C'est des choix qu'il doit faire parce que c'est rationnel en tant que tel. Oui, rationnel, ça, je comprends. Fait que ça, c'est des dominants, les D. Après, tu as les I. On appelle ça les influents. C'est des leaders. C'est les jaunes un peu qu'on dit avec des couleurs. C'est des gens qui ont des projets. C'est des gens qui sont extrovertis. C'est des gens qui veulent toujours avancer à ce niveau-là. Damn. Par la suite, tu as les S, le vert. C'est des gens qu'on appelle des gens plus stables. Moi, j'appelle beaucoup plus comme des gens d'équipe en tant que tel. C'est des bons pères ou des bonnes mères de famille. C'est des gens qui sont là, qui vont passer les gens avant eux. Fait que c'est des bons membres d'équipe en tant que tel. Puis, tu termines avec le bleu, qui est le C. C'est des gens qui sont conformes, c'est des gens rationnels, c'est des gens qui sont plus introvertis, mais qui vont quand même avoir, tous les chiffres. Ils vont voir, analyser avant de prendre des décisions. Fait que le C, son opposé, dans le fond, c'est l'influenceur, que lui va foncer. Et le D, son opposé, lui, ça va être le S, qui va être des gens plus émotionnels en tant que tel. Jusqu'à là, je te coupe, mais je me questionne parce que tu as mentionné le bleu. Puis la première chose qui, selon la description que tu viens de me donner, je me dis, c'est pour ça qu'on appelle l'école bleue. Non, peut-être pas. Non, non peut-être pas. Ça dépend. Parce qu'il y a une conformité derrière ce profil-là. Puis c'est pour ça que je faisais ce lien-là. Peut-être, mais ça dépend. Ça dépend parce que je peux pas te le dire. Je peux pas le dire. C'est juste un lien que j'ai fait à mon tête. C'est correct. Parce que quand tu as dit conforme, je suis comme bleu, col bleu. Je suis comme, ça vient-tu? Mais Puis, je sais que c'est pour d'autres raisons aussi, mais je me dis, pousser la psychologie derrière. Ouais. Parce que tu sais quoi, l'intelligence émotionnelle, dans le fond, comment je l'ai décrit, c'est comment bien analyser la personne devant toi ou le client devant toi pour analyser sa personnalité et adapter sa communication pour augmenter ton taux de conversion. Je recommence. C'est comment bien analyser la personnalité devant soi pour adapter sa communication pour augmenter ton taux de conversion. Ça veut dire qu'on le fait déjà. Tous les vendeurs le font. On est capable de jaser, puis je comprends un peu qui tu es. Mais avec l'intelligence émotionnelle, te permet juste d'aller à un niveau supérieur, puis d'être capable, en posant des questions, de comprendre, puis de statuer dans chacun de tes zones, de tes segments de personnalité, puis de changer un peu, tu sais. Non, définitivement. Puis ça, comme je t'en avais parlé, je le sens beaucoup, tu sais, au niveau du podcast. Je vais toujours avoir une période vraiment de réchauffement quand j'ai un nouvel invité qui vient ici, juste pour déterminer vraiment c'est quoi un peu ta personnalité si je te connais pas. Parce que de cette façon-là, je vais pouvoir me positionner ensuite qu'on va avoir vraiment ces conversations, tu sais, sur le podcast, tu sais, puis tu sais, avoir une façon où est-ce ça va être fluide parce que tu peux créer des tensions parce que c'est ça ton show. Puis parce que tu as mal lu la personne, puis genre, tu aurais peut-être pu aborder la personne d'une autre façon, puis tu aurais eu peut-être plus d'informations. Mais c'est quelque chose que genre, j'utilise. Es-tu familier avec les tests MBTI? Oui, exactement. Comment tu fais? Y a-t-il une relation entre ça, le test 10 puis le MBTI? Le MBTI, c'est 16 personnalités, puis si on parle de 4 personnalités. Tu viens de l'expliquer. Le MBTI il est extrêmement complexe.
tandis que le test 10 est facile. Je peux te poser 2-3 questions, puis je vais être capable déjà de catégoriser. Le MBTA, ça arrive que c'est trop de choix, trop. C'est vrai, c'est compliqué à mémoriser c'est quoi les profils. Exactement. Parce que tu sais, facile. Dans le fond, moi, on le divise en 4. Parfait. Dans le fond, tu as le côté extraverti, introverti. Fait que là, tu as déjà un segment. Puis de l'autre côté, tu vas avoir, dans le fond, quelqu'un qui est axé sur les tâches ou axé sur les gens. Fait que déjà, je suis capable de voir t'es extraverti, introverti, puis si t'es plus un gars qui est plus humain ou quelqu'un qui va parler de chiffres, je suis facilement être capable de pouvoir de t'en aller puis de te bien cibler en tant que tel ta personnalité. D'une certaine façon, sur ce test 10, est-ce que tu peux mélanger les couleurs? Tu sais, mettons, quand tu mélanges 2 couleurs, ça peut créer une autre. Parce que, mettons, un jaune puis un bleu, ça crée un vert. Exact. Je te dirais que 80% de la population au Québec est seulement 2 lettres. Fait que tu as toujours 2 lettres. Tu as ton primaire puis tu as ton secondaire en tant que tel. Mais il y a certains, je ne veux pas dire que ceux qui sont plus intelligents, ont été capables d'avoir des capacités puis d'avoir 3 lettres, qui permet d'avoir une plus grande intelligence émotionnelle, qui permet de plus être agile ou être capable de s'adapter à ce niveau-là. Parce que c'est difficile parce que les gens changent aussi dans la vie. Selon qu'est-ce que tu vis, selon qu'est-ce qui se passe, tu n'es pas toujours la même personne. Au Québec, 80% des Québécois sont des SC, c'est des verts et des bleus. C'est des gens, des Québécois qui sont chaleureux, qui sont là, qui sont toujours... Tout le monde le dit au Québec, c'est vrai, au Québec, c'est puis c'est des gens qui sont très rationnels, c'est des gens qui sont là, tu sais. C'est là que des entrepreneurs, pour moi, je pense que les meilleurs entrepreneurs deviennent un D qui est un dominant avec un C qui est au niveau des chiffres aussi en même temps. C'est des gens qui sont aux tâches. Puis de mon côté, moi, je suis un gars qui aime beaucoup... je suis un leader, fait que je suis un I. J'ai du rouge, puis après, j'ai du vert. Fait que, tu sais, on est capable de pouvoir le faire, genre orange. Exactement. Orange-vert. Mais de comprendre, puis de vraiment analyser, puis de poser les questions, puis de savoir la personne devant toi qui est, tu vas juste être capable de pouvoir augmenter ton taux de conversion. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est être capable d'être agile, de s'adapter. Définitivement. Rendu en ce moment, il y a tellement genre de personnalités. On est rendu avec un rayon de même genre. Mais pour pas rentrer dans ce sujet-là, je voudrais compléter avec, parce que c'est super intéressant, puis je pense que ça pourrait être vraiment une discussion complète d'un podcast. Mais un autre sujet qui me touchait à cœur, puis on en a abordé plus tôt, c'était, dans tout ça, tu es un entrepreneur, tu cherches des business, tu vas avoir un taux de succès à gérer, mais tu vas avoir autant de défaites. Le mental devient très compliqué. Puis il va y avoir des étapes dans notre vie où est-ce qu'on va franchir un nouveau seuil de maturité, où est-ce qu'on doit prendre des décisions un petit peu plus complexes qu'avant, juste parce que c'est plus par rapport à nous, comment nous, on veut le faire. Maintenant, il y a une nouvelle personne qui se rajoute au cadre, autant que ça va être dans ta femme, un enfant. Puis le sujet de la famille, je trouve que c'est quelque chose qui est super important à discuter. Moi, c'est un gros sujet que je recherche beaucoup à développer, surtout dans mon podcast, parce que je suis nouvellement un père, je pourrais dire encore de 2 ans. Puis, il y a une nouvelle tendance. La tendance traditionnelle, c'est que l'homme c'est le pourvoyeur, la femme est au foyer. Puis avec les nouvelles tendances, les nouveaux comportements, puis vraiment l'égalité des choses, la femme commence à prendre beaucoup plus de place. Fait que maintenant, il va y avoir, je prends un exemple, Juliette et Chocolat. Juliette, elle, c'était la dominatrice, puis tu vois, son mari, c'était lui qui était plus qui la suivait juste parce que c'est elle qui avait ce poste-là, puis c'était une belle chimie aussi entre les deux. L'homme ne se sentait pas inférieur, malgré que c'est lui qui, peut-être dans certaines choses, qui disait s'occupait plus de la famille, puis elle est là, mais maintenant, ils ont complété vraiment un côté plus business à faire, mais c'était elle qui était dominatrice. Ça, c'est vraiment le nouveau rôle de la femme. La femme est vraiment le woman empowerment, c'est très puissant. Puis je trouve que c'est beau à voir, mais aussi quand on voit vraiment certains rôles changer, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai une femme qui est très de valeur conservatrice à cause de la culture latine, comment on est fait, mais aussi c'est une femme maintenant de carrière, où est-ce que la job, la carrière, le professionnalisme prend beaucoup de place. Moi, étant un entrepreneur, fait qu'il y a des tâches qui ont commencé à être divisées pour vraiment balancer la maison, le foyer, pour qu'il y ait une harmonie entre les deux, parce qu'elle, ça va passer plus de temps à l'extérieur pour faire certaines choses, développer sa carrière.
Ben, c'est comme, admettons, moi, une tâche que j'ai héritée dans majoritairement du temps, c'est moi qui s'occupe vraiment de la garderie. Tu sais, j'ai la garderie avec ma fille. Trucs comme ça. Mais il y a tellement de défis pour un entrepreneur quand tu rentres dans cette phase-là où est-ce que, tu sais, même à 30, j'ai 36 ans, tu es comme, wow. Tu sais, tantôt, je parlais du test 10, des personnalités, mais autant qu'on en parle en business qu'en famille aussi en même temps, tu sais. De mon côté, j'ai eu la chance, quand j'avais ma business, ma conjointe est une excellente avocate au niveau de la droit de la santé. Elle travaillait pour le public, puis ça permettait, dans un couple, puis tu sais, un couple, c'est une équipe. Mm-hmm. Je pense que je le dis toujours, puis il faut faire la meilleure, il faut être capable d'avoir la meilleure équipe ensemble, tu sais. Fait que dans ce temps-là, ben, elle s'assurait d'une certaine stabilité avec son travail. Puis de mon côté, en tant qu'entrepreneur, je pouvais travailler fort pour essayer d'apporter une meilleure situation financière ou d'arriver avec quelque chose de pourvoyer. Dans le fond, tu dis d'être un pourvoyeur dans la famille, tu sais. Mais à un moment donné, les choses changent. Puis il faut laisser la place aussi à sa conjointe, ses conjointes, au progrès, de se développer. Elle a changé dernièrement, il y a déjà 1 an et demi. Elle a été travailler pour une grande firme qui est Northern Rose. Puis elle a changé. Tu sais, maintenant, autant qu'elle était rendue, qu'elle était au niveau d'un verre pour aider les gens, qui est rendue avec des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités, qui est rendue qu'elle a des gros clients. Bien, sa personnalité a changé. Elle a passé du vert au rouge, qui est rendue dominatrice, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans la famille? Bien, on a réalisé à un moment donné que ça brassait un peu parce que nos 2 dés, nos 2 dominants étaient roses. Bien, ça marchait pas parce que les 2 prenaient une décision, tu sais. Mais ça joue d'après avec des enfants tant que tel. Mais on l'a compris à un moment donné avec l'intelligence émotionnelle puis le test 10, tu sais. Mais à un moment donné, la question, c'est que quand j'ai dit à ma conjointe que je repartais en business, puis décidé comme un bon gars, bravo. Parti 3 business, on est en train de travailler sur 3 business, le courtage immobilier, travailler sur un autre projet, sur une agence qu'on est en train de travailler là-dessus, puis en même temps, de l'autre côté, travailler sur l'eau. Bien, ça crée dans la famille une certaine insécurité familiale d'arriver, puis que j'ai 44, 45 ans, puis tout d'un coup, on a des bons salaires, puis je m'en vais, puis je me relance. Puis à un moment donné, tu arrives, on a un chalet, tu as une hypothèque, tu as la maison, tu as une hypothèque, j'ai 2 enfants. C'est un gros quart, l'affaire, là. Puis dans le fond, moi, j'avais mon plan, mais des fois, tu n'as pas le temps de dire. Puis quand j'ai annoncé ça, que je quittais, puis ça a été plus vite que prévu, puis que je me relançais en affaires, puis du salaire pendant un certain temps, on sait avec l'immobilier et tout ça, ça a causé, puis ça cause des discussions dans un couple, tu sais. Parce que même si toi, tu veux réussir, il faut que tu respectes ta conjointe dans ses volontés, son développement en tant que tel. Puis là, tu as les enfants là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu arrives que tu prends un risque, mais en même temps, il faut que tu t'assures, tu n'as pas le choix. Tu sais, je le dis souvent, l'échec, pour moi, c'est de l'essence. Fail is fuel. Je ne peux pas réussir en tant que tel. Mais là, c'est d'être capable de t'assurer, de combler, puis de laisser ta conjointe réussir. De pouvoir t'assurer de réussir pour ta famille, puis de passer du temps avec tes enfants. Ça, c'est vraiment un des défis que je suis en train de même connaître. C'est comment faire cette balance-là. Puis, fait que j'ai toujours un plaisir à rencontrer quelqu'un vraiment qui est en train de vivre ça parce que tu te rends compte que, surtout à cause de podcast, quand on est très public à raconter nos vulnérabilités de cette façon-là, mais ça nous permet de trouver des solutions collectivement entre vraiment ton expérience, mon expérience, puis qu'est-ce qu'on peut accomplir. Puis j'espère derrière ça, les personnes vont pouvoir vraiment gagner un peu de savoir comme « Ah ouais, je suis dans cette situation aussi, ça serait intéressant peut-être voir qu'est-ce que les autres ont fait dans ce cas-là. » Puis tu sais, personne n'est parfait. T'sais. De mon côté, je le sais, puis on dirait que depuis que je suis jeune, je suis toujours avec mon téléphone cellulaire. Parce que mon téléphone cellulaire, j'étais un gars toujours avec des... J'avais besoin dans le temps avec les bars, j'étais barman, j'étais gérant, il fallait que j'aille des guest lists. Le monde pouvait m'appeler n'importe quand. Après, j'ai eu des contrats. Fait que c'était mes clients. Je ne veux pas perdre de clients. Après, tu arrives que on reste au bar, mon téléphone est ouvert. Parce que des fois, quand il y avait des problèmes le soir, mon téléphone sonnait. Fait que tu sais, après, avec d'autres business, puis là, tu arrives courtier immobilier, tu ne veux pas manquer ça. C'est rendu que le téléphone cellulaire est devenu comme un besoin essentiel. Pour moi, c'est comme... C'est une problématique au niveau d'un challenge que je dois être capable de me dire
je suis comme un toc de pouvoir, puis ma blonde me dit tout le temps que j'ai un toc sur mon téléphone cellulaire. C'est tellement comme la pression de s'assurer de ne pas rien manquer, puis de s'assurer de tout est correct. Puis à un moment donné, ben, ton cerveau est tellement à rouler tout le temps que mon cellulaire, de regarder des vidéos, de faire ça, devient comme un échappatoire. De dire, il y en a que c'est différent pour moi de regarder comme plein de choses, c'est un échappatoire, mais qui arrive que tu te ramasses avec mon téléphone cellulaire, puis des fois, tu manques des bons moments, puis au lieu de passer du temps puis de jouer avec tes enfants, tu es pogné sur ton téléphone. Puis tu essaies, puis tu me le fais dire, puis j'essaie de le réaliser, de le comprendre, mais c'est difficile, c'est un challenge incroyable. Tu sais, puis comment tu le fais? Puis oui, je le sais. Puis après, tu vois tes enfants là, qui veulent ton cellulaire parce que qu'est-ce que je fais? C'est que je donne une mauvaise impression. Je donne des mauvaises actions. Puis même mes enfants me le disent. À un moment donné, ils se disent « Maudit que t'es imbécile, tu sais. » Mais c'est dur de pouvoir changer. Ça, c'est comme une drogue en tant que telle. Puis à un moment donné, ça peut jouer dans la santé familiale au niveau d'être toujours sur mon cellulaire, tu sais. Non, définitivement. Puis ça, c'est un enjeu qu'on est en train de connaître de nos jours. Fait que je pense que c'est quelque chose que on est en train de travailler. C'est pas évident dans les relations. Même moi, je suis en train de le découvrir. Mais Yann, ça achève cette belle conversation que j'ai. Puis, gars, je pense qu'il y a place à d'autres choses parce qu'il y a tellement de knowledge qui a été juste partagé ici. Il y a une question qui me revient beaucoup de la part de personnes. Où est-ce qu'on peut trouver du Altitude Water? Écoute, présentement, on va faire notre lancement en janvier, fait que ça devient de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de magasins, de détaillants, on commence à rentrer en distributeur. Présentement, allez sur altitudewater.ca et vous allez pouvoir commander vos boîtes directement, livrer à la maison directement. Alors qu'avec la magie, on va être capable de pouvoir goûter avec des caisses de 24 de soit l'eau de source ou l'eau pétillante aussi en même temps. Excellent. Ben regarde, définitivement, parce que des fois, quand on me pose la question, j'ai de la misère à répondre. Je suis comme, ça s'en vient. Mais continue à profiter. Puis, entre autres, Yann, regarde, ça fut un plaisir de t'avoir ici. Je voulais absolument avoir cette conversation parce que, encore là, on a une nouvelle canette, un nouveau produit qu'on affiche. Puis, la collaboration derrière, je voulais que les personnes puissent connaître c'est qui la tête derrière ça. Puis, c'est pas seulement une canette, on vient de découvrir ton histoire. C'est super cool. Je te remercie beaucoup. Puis... Merci à toi d'avoir donné la tribune. Mais tu sais, la chose que je peux juste dire aux gens, c'est faites ce que vous aimez dans la vie. Faites la différence. Pensez à vous, atteignez vos objectifs ou pas vivre avec des regrets dans la vie. Il n'y a rien de facile, mais c'est avec la persévérance qu'on permet d'avancer puis d'être heureux dans la vie, puis d'être capable puis de prendre soin de sa famille. C'est important. Ben, merci pour ton mot de la fin. Merci, guys. Merci, podcast. Merci.